Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. En Corse, plusieurs alertes à la bombe. Le préfet Christian Lacroix met en place le plan Vigipirate, l'inquiétude de la population et la condamnation par les élus de Corsica nationaux des deux attentats. Démenti formel de la France, il n'y a jamais eu de projet d'attentat visant à éliminer Milosevic, comme l'affirme le gouvernement serbe mettant en cause les services secrets français. Une date unique pour les soldes partout en France, il faudra attendre le 15 janvier prochain pour se ruer sur les bonnes affaires, décision prise par Marie-Lise Lebranchu, secrétaire d'État à la consommation. De la danse avec au Théâtre de la Ville le talent d'un des chorégraphes les plus doués de sa génération, il est flamand, il s'appelle Wim van de Kebus, il joue avec l'énergie à fleur de peau de ses danseurs. 24 heures après le double attentat marquant une nouvelle escalade de la violence en Corse, cette journée a été émaillée par plusieurs alertes à la bombe, toutes fausses, fort heureusement, mais qui alimentent un climat d'extrême tension où l'inquiétude se mêle à l'exaspération de la population. Le préfet de Corse, Christian Lacroix, vient d'annoncer la mise en place d'un plan Vigipirate dans l'île. Avant la marche contre la violence prévue demain après-midi, plusieurs manifestations aujourd'hui, notamment à Ajaccio. Jacques Cardoz, Lanchemla. Une manifestation spontanée. Ils sont 2000 à Ajaccio. Des fonctionnaires descendus dans la rue pour exprimer leurs craintes quotidiennes. Car ici en Corse, c'est leur lieu de travail qui est désormais la cible des poseurs de bombes, maintenant, en plein jour. Les attentats, ça fait 25 ans que ça dure, ça suffit, et qu'on veut travailler normalement, on veut travailler dans la paix. On n'est pas là pour prendre des risques physiques, nous-mêmes, nos enfants, nos amis. On voudrait enfin que la Corse soit une région où l'on puisse travailler correctement. Et si le double attentat commis hier en plein jour était le signe annonciateur d'une nouvelle série? Cela, ils ne peuvent l'accepter. Il nous semble que des intérêts particuliers prévalent à l'intérêt général et que certains politiques mafieux veulent s'accaparer de certains leviers économiques de la Corse pour imposer, je dirais, une conception de la Corse. Et la grande majorité de la population de Corse s'inscrit dans une démarche tout à fait différente. À l'Assemblée territoriale, les 51 élus corses ont débattu de la violence. Un thème qui illustre à lui seul la difficulté à s'entendre. Dans les rangs nationalistes, le groupe Corsica Nation a condamné l'attentat d'hier tout en l'expliquant. Le parallélisme parfait entre cette radicalisation, ce type d'attentat et les propos complètement irresponsables de M. Chevènement, qui nie les rapports parlementaires de ce propre groupe, qui nie les rapports sénatoriaux et qui continue avec une obstination incompréhensible à dire que non seulement il ne variera pas d'un iota sa politique en Corse, mais qu'il va aggraver la situation. Une journée île morte dans les administrations, une motion contre la violence, chacun à sa manière a souhaité marquer ce lendemain d'attentat. Et bientôt, la page sera tournée. Comme le souligne l'un des élus de l'Assemblée, si les responsables politiques de l'île n'assument pas, en 2010, on assistera exactement au même débat. Et venons-en maintenant aux différents éléments de l'enquête conduite par le SRPJ d'Ajaccio. Alors qu'il n'y a toujours pas de revendication et les spécialistes antiterroristes tentent de rassembler les indices qui leur permettront peut-être de remonter jusqu'aux auteurs de ces attentats. Agnès Varamian, Guillaume Fautra. Les policiers ont mis 24 heures à rassembler le bloc moteur de la voiture pleine d'explosifs. Des pièces tellement éparpillées qu'ils ont eu du mal à réaliser tout de suite qu'il s'agissait d'un attentat à la voiture piégée. Voilà ce qu'il reste d'une camionnette, placée tout près. C'est une bombe d'une centaine de litres d'un mélange de nitrate et de fioul télécommandé à distance qui a causé ces dégâts. La 205, volée quelques jours plus tôt, est égarée dans le parking sur ce côté gauche du bâtiment. Qui l'a amenée là, les témoignages restent flous. On reçoit régulièrement une multitude de personnes pour diverses raisons, donc bon, on ne fait plus trop attention. Les bandes vidéo des caméras de surveillance ont été saisies. Elles étaient illisibles en l'état. Passées par Paris, elles sont ce soir à Lyon, au siège de la police scientifique et technique, pour être visionnées demain matin. Votre dispositif de sécurité, il était plutôt opérationnel? En interne, mais pas à l'extérieur. Personne ne s'attendait à ce genre d'action. C'est-à-dire que les caméras n'étaient pas tournées vers l'extérieur? Ça, on ne peut pas dire. Les enquêteurs ont localisé la cabine téléphonique, d'où le correspondant anonyme a prévenu les journalistes. Le combiné a été coupé pour relever d'éventuelles empreintes. Dans la journée, le préfet réactivait le plan Vigipirate et le justifiait auprès des Corses. Ces mesures, qui seront peut-être quelquefois un peu contraignantes, doivent être mises en place pour les protéger eux-mêmes.
Selon le correspondant anonyme, 4 attentats devaient avoir lieu hier. Aux 2 autres endroits indiqués, il ne s'est donc rien passé et les policiers n'ont pas trouvé de bombes non explosées. Le double attentat en Corse intervient quelques jours après la publication de rapports d'enquête parlementaire sur l'île de Beauté, mettant en cause une certaine dérive des institutions et de l'État. Parmi les noms cités, celui qui a été présenté comme l'indicateur de Bernard Bonnel, ex-préfet de Corse. Pour la première fois, cet homme de l'ombre, Jean-Nicolas Antoniotti, témoigne. Michel Fine. Il a milité longtemps dans les rangs nationalistes. Aujourd'hui, il est un chef d'entreprise qui a réussi. La rumeur a commencé à le désigner à l'entrée de l'été. Jean-Nicolas Antoniotti serait la source présumée du préfet Bonnet, celui qui aurait donné le nom des tueurs de Claude Érignac. Alors, bien entendu, je ne suis pas l'informateur de Bernard Bonnet. Je n'ai bien entendu aucune information, moi, sur cette grave affaire Érignac. Et je n'ai pas eu à emporter quelque responsabilité que ce soit. Dans le rapport de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur la Corse, le nom de Jean-Nicolas Antoniotti est pourtant cité 3 fois. Là, la chose qui est la plus indignante pour moi et la plus infamante, c'est la position de cette commission d'enquête, et en particulier de son président, qui, de manière effroyable, lance mon nom en pâture à l'opinion publique, en plus en disant, attendez, on le donne parce que c'est pas lui. Donc en gros, on me fait porter non plus le rôle de l'informateur, mais en même temps la doublure de l'informateur, ce qui est infamant. C'est la reconnaissance d'une machination extraordinaire dont les conséquences, je dois vous le dire, aujourd'hui sont sûrement atténuées compte tenu de l'amplitude médiatique qu'a pris cette affaire. Mais je peux vous dire que j'ai passé des mois dont aujourd'hui je peux considérer que je suis un miraculé. Est-ce que vous craignez pour votre vie? Je crains pour ma vie. Bien sûr, vous savez, quand vous êtes dans cette situation-là, je veux dire, à moins d'être complètement irresponsable, mais vous savez, je crains pas pour ma vie, je crains pour mes enfants. Est-ce que vous avez une protection policière ou privée? Alors, je dois le dire que de protection privée, je n'en sens pas le besoin, hein, mais surtout une protection que je ne veux pas, c'est de protection policière, parce que quand on a passé plus de 8 mois à me tricoter une cible, c'est surtout pas ceux qui me l'ont tricoté et à qui je vais demander, bien sûr, aujourd'hui de venir me protéger. Jean-Nicolas Antoniotti a décidé de porter plainte contre ceux qui ont contribué, dit-il, les mois passés, à diffuser son identité, certains médias, mais aussi certains parlementaires. Le deuxième titre de l'actualité de ce vendredi avec ce démenti formel de la France qui récuse toute implication dans cette fable d'un complot visant à éliminer Slobodan Milosevic. Il aura fallu près de 24 heures pour que Paris réagisse. Les accusations du gouvernement yougoslave sont purement fantaisistes. Reste que si l'histoire est fausse, certains des acteurs mis en cause font bien partie des services secrets français. Anne Ponsinet. Le groupe portait le nom de code Araignée. Et selon le ministre yougoslave de l'Information, 5 de ses membres viennent d'être arrêtés en Yougoslavie alors qu'ils préparaient pour le compte des services français l'assassinat de Slobodan Milosevic. À l'appui de ces affirmations, le ministre yougoslave montre un film du principal suspect, Yougoslav Petrušić, dit le colonel Dominique, un binational franco-yougoslave. Les 4 autres Serbes du commando sont présentés ici en mercenaires au Zaïre en 1997. Différentes sources proches des services français admettent aujourd'hui que ces hommes ont pu avoir dans le passé des liens avec la France. Il y a des acteurs assez curieux dans cette affaire, et notamment parmi les 5 personnes arrêtées à Belgrade, un certain colonel Dominique, qui effectivement a servi dans le passé pour les services secrets français. Dominique Petrušić aurait ainsi été contacté par la France pour permettre la libération des 2 pilotes français dont le Mirage avait été abattu en Bosnie en 1995 par l'armée de la République serbe. Aujourd'hui, officiellement, la France a rejeté les accusations du gouvernement yougoslave. Nous réfutons les allégations selon lesquelles des services français auraient projeté d'attenter à la vie du président Milosevic. C'est absurde. Petrušić et ses hommes sont accusés par Belgrade d'avoir participé à des massacres à Srebrenica et au Kosovo. Comme si à destination de son opinion publique, les autorités yougoslaves cherchaient à rendre responsable le groupe Araignée et la France de certains des faits reprochés aux Serbes ces dernières années.
L'ultime offensive des forces russes en Tchétchénie, le cœur de la capitale encerclée, a été pilonné ces dernières 24 heures. Désormais, pour obtenir le contrôle total sur le pays, la Russie s'apprête à reconquérir les montagnes du sud où se sont retranchés les séparatistes. Boris Yeltsin, avant d'être à nouveau hospitalisé, avait préparé un projet de loi d'amnistie pour les combattants n'ayant pas commis de crimes gravissimes. Dorothée Olyric. La nuit, des centaines de missiles et d'obus s'abattent sur cette terre tchétchène. Les Russes contrôlent déjà les plaines du nord, mais la troisième phase de la guerre est déclenchée. Elle vise cette fois les montagnes, où les séparatistes sont les plus nombreux et les mieux armés. Dans la plupart des villages, les Russes ont jusqu'à présent rencontré peu de résistance. Leur technique, une pluie de bombes pour faire fuir les combattants et les civils. Ensuite, ils entrent et prennent possession du territoire. Souvent, il ne reste que des ruines. Quasiment encerclé, Grozny a encore subi aujourd'hui d'intenses pilonnages, tout comme Urus-Martan, à l'ouest, fief des islamistes wahhabites. Moscou qualifie toujours de bandits ou de terroristes tous les combattants tchétchènes, et aujourd'hui le général Manilov a même promis leur anéantissement rapide. Cette troisième étape de la guerre, a-t-il dit, prendra fin avant la fin de l'année. Les combattants tchétchènes, eux, renforcent leur défense autour de la capitale. Dans cette zone, ils sont des milliers prêts à mourir pour Grozny et sourds aux appels à la reddition lancés par Moscou. En 1996, ces hommes ont mis en échec les troupes russes. Les boïviki, les soldats des forces régulières tchétchènes, attendent aujourd'hui l'assaut sur Grozny. À la télévision tchétchène, les cadavres russes sont exhibés quotidiennement. Dans chaque camp, avec de telles images, on entretient la haine. Il faut aussi gagner la guerre psychologique. Avec plusieurs semaines de retard, le seul réacteur de Tchernobyl encore capable de fonctionner a repris du service aujourd'hui. Après la plus grave catastrophe nucléaire de l'histoire qui s'est produite en avril 1986, la communauté internationale se dit consternée par la décision des autorités de Kiev qui menait depuis plusieurs années l'arrêt définitif de la centrale. Louis Carzot. Un beau soleil d'hiver, des spécialistes aux gestes sûrs et motivés pour donner de doctes explications sur de belles maquettes toutes neuves. Lorsque la centrale nucléaire la plus tristement célèbre du monde reprend du service, les autorités ukrainiennes font tout pour se montrer rassurantes, tout sauf lorsqu'elles donnent des interviews. Selon notre plan, le réacteur devait redémarrer le 9 novembre. Mais pendant ce processus, nous avons découvert de nouvelles défaillances. Alors on a décidé d'attendre le 20 novembre, mais les réparations ont encore duré plus que prévu. De fait, après 5 mois de réparations diverses, la remise en marche du dernier réacteur de Tchernobyl n'a rien de rassurant. De type RBMK, c'est le même modèle que celui qui a explosé en avril 1986, mais une copie conforme désormais plus âgée, de près de 14 ans, et dont l'utilisation ne trouve aucune justification aux yeux des experts, pas même en termes d'approvisionnement. Je ne voudrais pas faire de procès d'intention. Ce que je peux vous dire, c'est que le réacteur numéro 3 de Tchernobyl représente à peine 2% de la production nationale de l'Ukraine. En fait, ce redémarrage de Tchernobyl est avant tout un geste politique. Car depuis la catastrophe, le gouvernement ukrainien a toujours su se servir de la centrale pour attirer les crédits. On est sur un débat un petit peu surréaliste parce que l'Ukraine, qui est au fond d'une crise économique très sérieuse, n'a pas besoin de cette électricité. En réalité, ce qu'elle veut, c'est sortir de la misère et elle a un outil pour ça, c'est Tchernobyl, et elle ne veut pas s'en départir. 9 ans après la catastrophe, l'Ukraine s'était engagée à fermer Tchernobyl en l'an 2000 en échange d'une aide de 19 milliards de francs pour financer 2 nouvelles centrales. Mais ces subventions ont du retard et les Occidentaux ne sont plus unanimes sur cet avenir tout nucléaire. Alors l'Ukraine se rappelle à notre bon souvenir d'une bien mauvaise manière, digne du docteur Folamour. À quelques jours de l'ouverture à Seattle de l'Organisation mondiale du commerce, de nombreuses associations d'origine très diverses, certaines très actives comme le mouvement de José Bové, d'autres moins connues mais tout aussi déterminées à se battre contre la mondialisation, ces anti-OMC se lancent dans la bataille qui va de la malbouffe au danger du libre-échange. Dès dimanche prochain aux États-Unis, on attend dans les rues de Seattle les représentants de 82 associations françaises. Yann Frontier. Depuis des semaines, ils occupent le terrain et se mobilisent. Ça vous concerne les jeunes, ça vous concerne ça. Ces militants luttent contre une mondialisation jugée effrénée et néfaste. Ils appellent d'ailleurs à manifester dès demain. Oui, d'accord. Et si le message est reçu 5 sur 5, c'est en partie grâce à lui, José Bové, le désormais célèbre leader de la Confédération paysanne.
Depuis son action contre le McDonald's de Millau, il incarne le combat contre la malbouffe et la loi du marché, symbolisée à ses yeux par l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. La semaine dernière, invité à défendre sa position dans cette faculté de Toulouse, il s'avouait presque surpris du succès rencontré. Je pense que ça montre d'abord que le combat qu'on mène, ce n'est pas un combat corporatiste, c'est un combat qui touche tous les citoyens, qui touche toutes les classes sociales et toutes les classes d'âge. Un combat qui pourrait paraître abstrait, mais la lutte contre les OGM, les organismes génétiquement modifiés ou les multinationales se révèle très fédérateur. Témoin, cette assemblée et ces jeunes qui militent souvent pour la première fois. Ce qui me fait peur, c'est que c'est des gens qui vont décider de comment on va vivre, de ce qu'on va devoir manger, de ce qu'on va devoir faire, sans nous demander notre avis. Pour l'éviter, un véritable réseau s'est mis en place. Syndicats, associations de gauche, intellectuels, étudiants ou paysans, tous ont décidé de s'organiser en coordination, comme ici à Paris, pour se faire entendre. Je crois que le dénominateur commun, c'est de se battre contre le fait qu'on ne peut plus accepter aujourd'hui que notre monde, notre planète soit transformée en une marchandise. Beaucoup de ces militants se rendront d'ailleurs à Seattle, où un contre-sommet, le premier du genre, est d'ores et déjà programmé. L'ivresse à la Bourse de Paris qui enregistre des records historiques, ajoutés aux excellents chiffres de la croissance à venir, autant de facteurs qui devraient encourager les petits actionnaires à choisir des placements boursiers. Pourtant, contrairement aux Américains par exemple, les Français se montrent timides ou frileux. Florence Griffon, Bernard Connor. Des cours pour devenir actionnaire, un concept de plus en plus en vogue après les récents records de la bourse. Il a gagné de 35% depuis le début de l'année, cela en fait rêver plus d'un. J'ai envie d'être actionnaire et j'ai envie de dormir mal certaines nuits et j'ai envie de me réveiller avec une plus-value et voilà. Lui y croit, mais la majorité des Français restent plutôt sceptiques. C'est-à-dire qu'à la limite, elle pouvait très bien être un cours très bas. Les gens ont l'impression que la bourse est très compliquée, que c'est réservé à une élite, qu'il faut être riche pour investir en bourse, que c'est inégalitaire. Or, à travers ces cours à l'école de la bourse, on leur explique que finalement, il y a quelques notions à acquérir, mais que tout est simple. Simple à condition d'y consacrer un minimum de temps et d'attention. Conseiller privilégié des épargnants, le banquier. Censé encourager les actionnaires, il joue le plus souvent le rôle inverse. Effectivement, quand on voit la progression du CAC 40 cette année, on se dit il faut aller sur le marché des actions. C'est évident. Je dis attention, il faut y aller oui, mais quand même avec prudence, avec réserve. Gérer un portefeuille, c'est un métier. Les banquiers le gardent jalousement. Et comme les Français ont plutôt horreur du risque, le nombre d'actionnaires stagne autour de 5 millions. Dommage pour les entreprises cotées en bourse. Elles apprécient particulièrement les petits actionnaires. C'est toujours un grand élément de sécurité parce que le comportement d'une certaine manière des professionnels de la finance est un comportement qui a tendance à être dans un sens ou dans l'autre, et un comportement parfois un peu grégaire, on dirait presque parfois un peu moutonnier. Pourtant, dans les conseils d'administration, les petits actionnaires sont rarement représentés et leurs intérêts souvent ignorés. Pas de quoi susciter un réel engouement. Pour faire de bonnes affaires chez les commerçants, il faudra attendre partout en France le 15 janvier, une date unique pour l'ouverture des soldes, décision prise par le gouvernement et ce au moment où la consommation n'a plus besoin de coups de pouce. Marie-Pierre Samitier, Dominique Bonnet. Pendant les soldes, les provinciaux venaient de plus en plus nombreux à Paris. Ils délaissaient les boutiques en province car en province... C'était toujours 8 jours après, ou 8 ou 15 jours après Paris. Désormais, les soldes auront lieu à la même date dans tous les départements pour éviter la concurrence entre régions. Le gouvernement veut inciter les consommateurs à acheter plus régulièrement. Mais ces derniers attendront-ils le 15 janvier pour dépenser encore plus d'argent après Noël? De toute façon, les articles qu'on avait vraiment l'intention d'acheter en solde, ceux-là, ça ne change rien. On attendra sur les soldes. Je pense que ça ne tombe pas à pic pour les fêtes. C'est un peu tard, mais on en profitera toujours. Avec cette décision, le gouvernement veut mettre un terme à la chute des prix dans toute la chaîne de production du textile français. Je reste persuadée aujourd'hui que les soldes doivent s'éloigner d'une période où les gens consomment beaucoup et prennent l'habitude malheureusement de tout tirer vers le bas. On tire les prix vers le bas collectivement, par les promotions, par les rabais, par les soldes. Et c'est pas bon pour l'ensemble des secteurs qui se battent sur la qualité. Les commerçants réalisent un quart de leur chiffre d'affaires pendant les soldes. Certains sont satisfaits de cette décision, d'autres cherchent déjà à contourner la loi. Je vais mettre en promotion plus tôt, c'est tout.
Je marquais ça. On a en promotion, mais si on veut travailler un minimum, c'est la seule solution. Mais les promotions qui sont libres de droit, les commerçants ne pourront les utiliser qu'avec parcimonie. Car ensuite, les soldes n'auront plus le même effet sur le consommateur. L'écart de prix sera moins grand. On sera tenu sur l'étiquette de marquer en haut la valeur de la promotion et non plus la valeur réelle du produit. Un intérêt quand même infime, je pense, par rapport au volume, et puis ça n'aura plus le côté attrayant des soldes. Pour l'instant, il s'agit d'une expérimentation. Si elle est satisfaisante, on modifiera la loi du 5 juillet 1996 pour que la décision soit définitive. La reprise du travail dans les couloirs du métro parisien à partir de ce soir. Les nettoyeurs appartenant à la société Honnête, en grève depuis 15 jours pour réclamer des primes d'insalubrité, ont obtenu gain de cause. À Marseille, retour à la normale du trafic SNCF demain matin. En grève depuis jeudi, les agents réclamaient une augmentation des effectifs et contestaient la mise en place des 35 heures. Politique avec cette élection test dans le 20e arrondissement de Paris pour le premier tour de l'élection législative partielle qui se déroulera dimanche prochain. Les états-majors analyseront avec grand intérêt les résultats de ce scrutin qui se déroule dans un climat marqué par les affaires, celle de la MNEF à gauche et celle de la mairie de Paris à droite. En lice, 24 candidats, dont l'UDF Didier Bariani et le socialiste Michel Charza. Reportage de Vinaper, Alain Locaccio. Le 20e arrondissement de Paris est devenu la tribune politique la plus prisée de France. De Jack Lang, venu épauler le socialiste Michel Charza, à François Bayrou, qui prête main forte à l'UDF Didier Bariani, de Charles Pasqua et son nouveau protégé, le policier Jean-Louis Arajol, à Daniel Cohn-Bendit, venu aider son ami vert Denis Baupin, la circonscription aura vu en 3 semaines défiler plus de ténors que dans toute son histoire, c'est dire si ce scrutin intéresse les états-majors. Dans les méthodes de campagne, néanmoins, rien de vraiment nouveau. Voici d'abord la version cage d'escalier. C'est le maire du 20e, madame, monsieur Charza. Monsieur Charza et madame Durand. On rentre pas, vous saluez simplement. En fait, c'est une femme qui était députée sortante et le PS aurait donc souhaité qu'à nouveau une femme se présente. Le maire du 20e a imposé sa candidature. Le 28, a souhaité assurer, si je puis dire, assurer en mettant en place le candidat socialiste le mieux placé pour rassembler au premier tour et au deuxième tour pour gagner. Voici maintenant la version rencontre sur les marchés. Non, c'est un problème de travail. Bon, alors, attendez. Cela fait 20 ans que Didier Bariani veut rendre des services. Lui, l'ancien maire UDF, soutenu aujourd'hui par le RPR et Démocratie Libérale, même si à l'en croire, les étiquettes sont presque devenues secondaires. Semaine de décembre, 90% des personnes que je rencontre dans la rue me parlent de la dégradation de leur condition de vie quotidienne. Ils me parlent peu des problèmes nationaux. Le 20e arrondissement, c'est un Paris plus pauvre qu'ailleurs. Le chômage y est plus élevé, la délinquance surtout est en forte hausse. De la gauche à la droite, chacun y va de sa proposition. Pour retisser du lien social, il faut des éducateurs, il faut des animateurs de rue, des centres sociaux. Ou bien de son diagnostic. Déjà, on a un rejet des classes traditionnelles politiques. Bon, il faut du neuf pour Paris, il faut du neuf pour la France. Une élection où certains comptent même refaire surface. Charles Millon défend une candidate, Brice Lalonde se présente lui-même. Mais pour beaucoup, ce scrutin est surtout une première répétition des municipales de 2001, entre une droite fragilisée par les ennuis de Jean Tibéry et une gauche qui craint de subir les premiers effets de l'affaire de la MNEF. Au chapitre judiciaire, cette information qui nous est parvenue il y a quelques instants, les jurés de la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle ont condamné Francis Saulme à 30 ans de prison. C'est la 5e condamnation pour Francis Saulme qui, je vous le rappelle, avait déjà été condamné 2 fois à perpétuité. Alors que se déroule ces jours-ci le Salon de l'éducation, je vous propose de suivre l'exemple de cette association à Tourcoing, l'école avec les parents, qui permet un dialogue constructif entre instituteurs, enfants et parents, un lieu ouvert pour ces parents qui ont leur propre local. Laurence Decherf, Raymond Poissonnier. Pour Djilali et ses camarades du CP, un après-midi un peu particulier. Après avoir étudié une recette de cuisine en cours de lecture, direction le local des parents pour appliquer la leçon avec l'aide des mamans. Pour leur instituteur, cette association facilite le dialogue entre parents et enseignants. L'école des parents, c'est un symbole ici en fin de compte. Donc même s'ils ne viennent pas tous, ce serait un petit peu mensonger de dire que tous les parents viennent à l'école assister à toutes les activités. Ça contribue au climat de confiance et au climat de transparence qui peut exister entre les parents et nous. L'école avec les parents est une association financée par la ville de Tourcoing et par le Fonds d'action sociale. Sa présidente tente de rapprocher les parents et les professeurs depuis 8 ans. Et ce sont les enfants qui en profitent.
Ils sont fiers de voir leurs parents participer aux activités. Ça veut dire, si on participe aux activités, on s'intéresse à moi d'une certaine façon. Moi, j'ai même des enfants, comme je suis beaucoup à l'école, j'ai même des gamins qui ont amené eux-mêmes leur maman à l'école des parents. Samia élève seule Djilali. La rentrée n'a pas été facile. Un accrochage avec un instituteur et tout bascule. C'est la dispute. Samia pense même retirer son fils de l'établissement. L'association renoue les liens entre la maman et l'école. Il y avait un écart avec les parents et les professeurs. C'est vrai que ne se sentait pas tellement bien. On ne connaît pas le professeur, comment qu'il est, etc. Et maintenant, si j'ose aller vers eux, demander si Djilali travaille bien. Pour les instituteurs, accepter la présence des parents au sein de l'école n'a pas été si facile. Anciennement, les instituteurs étaient peut-être chacun dans leur classe et puis c'était eux le maître, un petit peu le maître absolu, on pourrait dire. Et là, il y a forcément un petit peu une petite ingérence qu'il faut savoir accepter. Dans ce quartier où la moitié des pères et où la majorité des mamans sont sans emploi, l'école avec les parents constitue une véritable chance. Celle de pouvoir aider ses enfants à se sentir en classe, comme chez eux. Demain en France, colloque national sur l'autisme, l'occasion de mettre en lumière les difficultés de ces laissés-pour-compte de la société, puisque pour certains, lourdement frappés par la maladie, il n'y a aucune structure spécifique pour les recevoir et les soigner. Exemple de ces familles à La Rochelle qui ont fondé une association qui se bat pour qu'enfin on mette à disposition de ces enfants des structures adaptées. François Privat, Philippe Ritten. Ils veulent une structure d'accueil pour leurs enfants, à la fois autistes et déficients mentaux. À La Rochelle, devant la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, la manifestation modeste se déroule dans la dignité. On est révoltés et ça va continuer encore pas mal de temps. Là on est parti, donc maintenant ça sera toutes les semaines s'il faut. Et quand on manifeste devant la DAS, on viendra le temps qu'il faut, jusqu'à temps qu'ils nous débloquent le financement. Ils s'appellent Dimitri, Nicolas, Paul et Julien. Leurs parents se sont regroupés à travers une association, Chanlise, pour employer ces deux jeunes femmes qui se partagent entre un rôle de nounou et d'éducatrice spécialisée. 4 fois par semaine, durant 3 heures, les enfants sont pris en charge dans des locaux prêtés par un institut médico-pédagogique. Ces enfants autistes avec en plus un handicap mental sont en ce moment un peu oubliés. Pour pallier cette carence, chaque mois, la famille Garel touche 3 000 francs d'allocations supplémentaires. Ils permettent de financer la prise en charge de Julien, 8 ans, par la structure parentale associative. Sinon, ils sont à la maison où ils font rien et où leurs troubles s'aggravent parce que nous, on n'est pas des professionnels on n'est que les parents et ça, on ne peut pas nous subvenir. Donc c'est nous, en fin de compte, on remplace l'État. Régulièrement, Julien se rend à l'hôpital pour y recevoir des soins. Ici, il suit un traitement spécifique. Cet exercice, par exemple, a pour but d'aider ce petit garçon à se repérer dans le temps, en lui faisant écouter des bruits familiers enregistrés durant le déjeuner. Mais pour le responsable de l'établissement, il faut éviter, même pour des raisons économiques, l'enfermement de ses enfants dans des structures psychiatriques. Un enfant qui ne peut pas être inséré dans le milieu médico-social, c'est un enfant qui tôt ou tard va revenir vers des établissements psychiatriques où les prix de journée seront double, triple de ce qu'ils peuvent être dans un établissement médico-social où l'enfant est intégré et avec une vie semi-autonome. À La Rochelle, un projet de création de sections spécialisées pour accueillir Julien et ses camarades a reçu l'agrément du ministère de la Santé depuis 3 ans. Mais son financement, 1,5 million de francs, n'est toujours pas débloqué. Environnement. Depuis des années, les écologistes réclamaient la création d'un sanctuaire pour les mammifères marins. C'est chose faite depuis hier en Méditerranée. Une mesure indispensable, mais certainement pas suffisante pour protéger les cétacés. Agnès Gardet. Un sanctuaire, mais que l'on ne s'y trompe pas, l'expression n'a rien de morbide. Il s'agit au contraire d'une sorte de refuge pour mammifères marins. La France, l'Italie et la principauté de Monaco viennent en effet de se mettre d'accord sur une zone protégée où la pêche aux cétacés sera interdite. Un accord international qualifié d'avancée écologique par les associations à l'origine du projet. De plus en plus, la protection de la nature devra dépasser les frontières, tout simplement parce que les animaux ne reconnaissent pas les limites des territoires nationaux et les franchissent allègrement. Nous devrons donc travailler dans plusieurs pays à la fois.
Il aura fallu tout de même 10 ans pour obtenir les 3 signatures et définir la zone. 84 000 km², délimités par la presqu'île de Gien, le nord de la Sardaigne et le sud de la Toscane. Dans cette zone, rorquals, cachalots, dauphins et baleines sont 4 fois plus nombreux que dans le reste du bassin méditerranéen parce que le plancton est là, en abondance. La zone est riche mais pas sans écueil, le balai des ferries et des hors-bords et surtout la pollution. Les mammifères marins seront mieux protégés dans cette partie de la Méditerranée qui englobe des eaux internationales. Nous allons prendre des dispositions beaucoup plus sévères contre la pollution et contre le bruit. Alors l'accord prévoit notamment de faire adopter des règles de bonne conduite. Reste la question des moyens pour les faire respecter. C'est ce que déplorent certaines associations comme Greenpeace, des associations qui rêvent de voir ce sanctuaire étendu au reste de la Méditerranée. Après la démission de Roland Courbis qui quitte son poste d'entraîneur de l'OM, place aujourd'hui à son successeur. Bernard Casoni était sur le terrain dès aujourd'hui. Voici les premières images à l'entraînement sur la pelouse du stade Vélodrome de Marseille cet après-midi. Un entraînement à huis clos, donc une nouvelle nomination qui marque peut-être un tournant dans la vie plus que tourmentée de l'OM ces derniers mois. L'enfant du pays a donc été remercié après une succession de résultats calamiteux. Pour certains supporters, Roland Courbis était devenu le bouc émissaire des supporters qui, pour plusieurs milliers d'entre eux, ont consacré leur vie à soutenir l'OM. On les appelle les ultras. Michael Darmon, Louis Aubert. Les joueurs s'échauffent encore, mais dans les tribunes, le match des supporters marseillais a commencé depuis longtemps. Les fanatiques, c'est les Yankees, les winners et les ultras. Dans le stade, chaque tribu a son territoire. Bleu marine, bleu marine. Vous partez, vous, à U, vous partez. Les ultras sont dans le virage sud. Leur symbole est une tête de mort. Eux se veulent les gardiens du culte voué à l'Olympique de Marseille. Et la vie quotidienne de ces adeptes est orientée vers un seul but, le club. On est trop dans le gouffre là. Faut absolument gagner. On se donne à fond pour l'OM quoi. Il n'y a pas de... Donner à fond quoi. Presque mourir pour l'OM. Pour le maillot de l'OM quoi. Mourir ou vivre pour l'OM. Au quartier général des Ultras, ceux qui mettent le feu consacrent tout leur temps libre à préparer chaque rencontre. Christophe est le chef des 5000 commandos Ultras. Après son travail, il passe ici plus de 9 heures par jour. Lui est né pour être supporter. Si l'OM s'arrêtait un jour, qu'est-ce que vous feriez? Je pense que, comme je suis un fan quand même assez de musique, je suivrai quelques groupes de musique, des groupes en concert dans l'Europe entière. Un mythe, une fois, un combat. Autour de cette devise martiale, des familles s'organisent, des générations se passent le relais. Mais depuis le début de cette saison, dans cette boutique de l'OM, ses fans sont ultra inquiets. Inquiets? Ah ouais. Disons que moi je vais vous dire, si on reste ultra, c'est plus pour les amis, pour les collègues et pour la mentalité, on va dire, que pour le club, quoi. Parce qu'on voit le club qu'on a actuellement, on n'a même pas envie de venir au stade. Un peuple de supporters exigeants qui fait passer les messages en période de crise. Il y a 3 semaines, la colère contre le club était à son comble et les banderoles criaient la honte. Mercredi, après le match contre la Lazio, le public cette fois est sorti sans réclamer la tête de l'entraîneur, mais Roland Courbis avait déjà choisi de partir. Culture avec le talent et l'imaginaire de ce chorégraphe flamand, le plus doué de sa génération, Wim van de Quebus, qui propose au Théâtre de la Ville sa dernière création où il met en scène l'énergie, la dynamique, presque la violence à fleur de peau de ses danseurs. Michel Solovici, Didier Daron. L'énergie au poste de commandement, l'énergie en sautoir. C'est la vie rageuse et trépidante que nous insuffle la compagnie de Wim van de Quebus de cette scène transformée en arène. Dernière fois, c'est le nom en forme de manifeste de cette troupe, comme un appel à vivre intensément chaque moment, une danse au bord du gouffre. Retrouvons donc notre vigueur pour bousculer nos habitudes et le monde. Cette recherche vers cette énergie qui est un peu perdue, que moi je veux faire vivre,
c'est une énergie positive qui peut bien sûr aussi donner un commentaire sur toute la violence qui se passe avec une indifférence presque dans les guerres et tout ce qui se passe dans le monde. Mais je pense que cette intensification d'énergie est très importante pour moi. Je ne veux pas péter. C'est l'histoire d'un rêve où l'homme se débat au milieu de ses angoisses, de ses espoirs, de ses zones d'ombre. Un lieu propice au désir. C'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle les deux principaux titres. En Corse, plusieurs fausses alertes à la bombe. Le préfet Jean-Pierre Lacroix met en place le plan Vigipirate. L'inquiétude de la population et la condamnation par les élus de Corsica nationaux des deux attentats. Démenti formel de la France, il n'y a jamais eu de projet d'attentat visant à éliminer Slobodan Milosevic, comme l'affirme le gouvernement serbe, mettant en cause les services secrets français. Dans un instant, la météo Patrice Drevet, puis le point route Valérie Maurice, 20h55 Maigret avec Bruno Kremer, minuit le dernier journal, Florence Duprat. Demain à 7h dans Thé au Café, Catherine Sellac reçoit Philippe Séga pour son livre C'est quoi la politique chez Albin Michel. Je vous retrouve demain dès 13h. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2.